Nous sommes le 30 juin 1960. Le Congo vient d'obtenir son indépendance. Et si l'heure est à la fête pour beaucoup, tout cela est le fruit du travail d'un seul homme. Un homme qui à jamais aura son nom gravé dans l'histoire de son pays et de tout un homme qui sera un des symboles de la liberté africaine, à tel point qu'aujourd'hui encore, il est connu de tous comme le héros national de la RDC. Cet homme, c'est Patrice Emery Lumumba. Et aujourd'hui, nous allons découvrir son histoire. Classé Mansa Moussa comme l'homme le plus riche de tous les temps. Parce que l'Afrique n'est pas en panne d'histoire, mais peut-être en avance sur ce qui vient. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karim. C'est en 1960 que Patrice Emery Lumumba voit le jour en République démocratique du Congo, plus précisément à Onaloa dans le centre de la RDC. Il fréquente dans un premier temps ce qu'on appelait l'école catholique des missionnaires, puis un élève brillant qui intègre une école protestante tenue par des Suédois jusqu'en 1954, car en effet, 1954 fut l'année de la fondation d'un réseau d'enseignement laïque dans le pays, car auparavant la Belgique coloniale n'a que peu développé le système d'éducation. Entièrement confiée aux missions religieuses, l'école ne donne qu'une éducation rudimentaire et vise plus à former des ouvriers que des chefs d'entreprise, il faut bien le dire. Mais le jeune Lumumba, avec toute la soif de connaissance qui lui est propre et sans doute déjà l'ambition qui le caractérise, rêve déjà d'une évolution sociale certaine. Et pour ce faire, il passera des heures à lire et à se cultiver et en profitera pour apprendre le français sur le tas. Son intelligence remarquable le place alors dans l'élite congolaise et les Belges se hâteront de faire de lui un atout principal dans leur industrie. Il travaillera alors comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, actuel Kisangani, en tant qu'employé de deuxième classe à la Poste, période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. En septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé. Ce joyau est réservé par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays. Pour vous donner des chiffres, il y aurait eu 200 immatriculations sur les 13 millions d'habitants de l'époque. C'est pour vous dire à quel point Patrice Lumumba faisait déjà partie des éléments remarqués par l'administration belge à l'époque. Et en effet, le jeune Lumumba à cette époque est dans une situation sans doute plus que convenable que ses confrères ouvriers. Mais c'est justement en tant qu'employé de bureau, Lumumba va faire une découverte qui ne laissera pas indifférent et qui sera sans doute le déclencheur d'une vocation, ou même plus, d'un destin. En effet, il découvre que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Et donc que les richesses ne bénéficient à tout le monde, sauf au pays lui-même. Et ça le ronge au plus profond de lui-même, à tel point qu'il devient militant pour la cause. Il milite alors pour un Congo uni, se distinguant en cela des autres figures indépendantistes dont les partis constitués davantage sur des bases ethniques sont favorables au fédéralisme. L'historien congolais Isidore Ndawele Enziem précise: Lumumba, à cause de son identité de Tétéla, avait son électorat naturel, dispersé dans l'ensemble du pays, ce qui l'obligeait à jouer une carte nationaliste unitaire. Néanmoins, Patrice Lumumba ne plaide pas pour une indépendance immédiate, dans un premier temps, d'autant plus qu'il a pris conscience que les frontières du Congo belge et des colonies françaises, anglaises et portugaises voisines sont arbitraires, fixées par les puissances coloniales, ce qui posera un jour la question de répartir les richesses entre les futurs pays africains indépendants. En 1955, il crée une association, APIC, Association du personnel indigène de la colonie, et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. Le ministre belge en charge à l'époque de la politique coloniale, Auguste Buisseret, veut lui aussi faire évoluer le Congo. Et parmi ses idées, l'une d'entre elles se distingue: développer un enseignement public. Comme vous pouvez vous en douter, ces idées séduiront bien évidemment Lumumba, qui adhérera finalement au parti du ministre et y attira plusieurs Congolais, quasiment un an après.
En 1956, il écrira une lettre circulaire qui propagera auprès des membres de l'association des évolués de Stanleyville dont il est président et dans laquelle il évoquera le fait que tous les Belges qui s'attachent à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance. Nous n'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold II. Ce qui prouve que, à ce moment de l'histoire, Patrice Lumumba n'est pas directement opposé au gouvernement belge, mais recherche plutôt un Congo autonome, qui serait tout de même très lié à la Belgique et que ensemble ils pourraient travailler au développement du pays. C'est d'ailleurs exactement ce qui se dégagera d'un livre qu'il écrira à cette époque. Un livre nommé « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Dans cet ouvrage, il plaide pour une évolution pacifique du système colonial belge dont il reste partisan. Emporté par l'évolution rapide des événements qui vont mener à l'indépendance, Lumumba ne prend pas le temps de publier ce livre. Il paraît à Bruxelles après sa mort. J'ai bien essayé de le retrouver, mais mes recherches m'ont abouti à rien. Du coup, si l'un d'entre vous sait où on peut se le procurer, eh bien je vous laisse le champ libre en commentaire. Et de mon côté, si je trouve quoi que ce soit, je vous le mets directement en description. Lumumba est très apprécié des Belges qui le considèrent comme un homme intelligent et doué de qualité qui ferait de lui un atout de choix. C'est pourquoi il fera partie d'un voyage d'études à Bruxelles que les Belges organisent pour quelques rares Congolais, triés sur le volet. Cette dérogation congolaise, les Belges, on les appelle les évolués, la crème de la crème des indigènes. Les Congolais sur qui ils comptent s'appuyer pour construire le Congo de demain, un Congo dans lequel ils comptent bien sûr avoir une place prédominante. Mais Lumumba est un homme de paix. Accompagné des évolués, il visite la ville de Bruxelles. Il en observe les recoins, les meubles, habitations, et se dit qu'un jour le Congo aussi sera un pays libre et évolué, et que pourquoi pas un jour, une fois, le pays libre, le Congo sera rebâti et prospérera dans un monde où les Noirs et les Blancs seront égaux. Et ensemble ils pourront, pourquoi pas, travailler ensemble à la reconstruction de son pays. Une nouvelle classe politique est en train de naître au Congo et Lumumba veut en être à la tête. Mais pour être à la tête et être une personnalité politique influente, il faut être connu bien plus qu'il ne l'est jusqu'à présent. Mais Lumumba a un plan, effectivement, grâce à son tout nouveau réseau belge. Il parvient à se faire embaucher à la brasserie du Bas-Congo en tant que directeur commercial et homme intelligent qu'il était. Lumumba exploitera très bien cette nouvelle fonction car très vite dans la capitale, une citation se répand. Là où Lumumba passe, la bière coule à flot. La légende raconte qu'il serait dit qu'un grand nombre de rassemblements autour de Lumumba se transforment en soirées arrosées qui elles-mêmes se finissent en meetings politiques. Ces événements ramenant énormément de monde, la popularité de Lumumba grimpe en flèche dans la capitale, dotée d'une éloquence certaine, de convictions fortes. Puis, d'un discours ambitieux et de l'appui du peuple, c'est naturellement Lumumba qui prendra la tête du tout jeune mouvement national congolais. Et en à peine 2 ans, les choses vont changer à une vitesse folle. Certains tabous sont brisés et parmi eux, un mot plane au-dessus des autres. Ce mot était encore tabou. Il y a à peine 2 ans et aujourd'hui, il est sur toutes les lèvres. Ce mot, l'indépendance. Et cette indépendance, Lumumba en rêve plus que quiconque. Mais fidèle à ses idéaux, il souhaite que la transition se fasse en douceur et surtout en collaboration avec les Belges. Et ça, les Belges, ça les rassure pas mal. Car il faut bien comprendre que les richesses du Congo, les Belges ne veulent pas s'en séparer et qu'il leur serait avantageux de trouver un accord entre les deux pays afin que bien que indépendant, le Congo puisse rester sous l'exploitation belge. Car les Belges le savent tôt ou tard, il faudra donner son indépendance au Congo. Car en Afrique, c'est une révolution qui commence. De plus en plus de pays clament, cherchent et trouvent leur indépendance et à cette occasion, le Ghana organise la première conférence des peuples africains et plusieurs personnalités et leaders africains y participent et veulent s'exprimer à propos de la libération de l'Afrique. Le gouverneur général, très confiant à l'égard de Lumumba, le laissera y aller et je pense qu'il le regrettera éternellement car s'il est d'un tempérament pacifiste, comme la plupart des leaders présents à cette conférence, le passage à la tribune de l'anti-algérien Frantz Fanon, envoyé du Front de Libération Nationale algérien, bouleversera le système de pensée des personnes présentes ce jour-là.
Il prône le fait simple d'arrêter de quémander la liberté et qu'il faut être prêt à l'obtenir par la force et que toute forme de lutte doit être envisagée sans exclure la violence. Alors que la salle l'applaudit, Lumumba est sous le choc. Jamais de sa vie il a entendu un homme noir s'exprimer de la sorte et il réalise peut-être que cette liberté qu'il veut tant a un prix. Qu'effectivement, il faut peut-être se battre pour l'obtenir. Et même s'il pense que le Congo n'est pas l'Algérie et que les Belges ne sont pas aussi obstinés que les Français dès le lendemain de la conférence d'Accra, son discours se durcit et vous savez quoi? Les Belges l'ont bien remarqué et se méfient de lui maintenant. Mais il est déjà trop tard. La popularité de Lumumba est telle que son ascension ne peut être compromise. Et cela, même par les Belges, à ce stade, tout le monde sait que l'indépendance du Congo aura bientôt lieu et que cette indépendance aura le visage de Lumumba. De retour au Congo, il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence ô combien décisive dans sa lutte et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Il y évoque notamment la liquidation du régime colonial et de l'exploitation de l'homme par l'homme. En 1959, la répression s'abat sur les mouvements nationalistes et en janvier, l'interdiction d'un rassemblement de l'Abaco, une association indépendantiste, fait officiellement 42 morts selon les autorités coloniales, mais plusieurs centaines selon certaines estimations. L'Abaco est dissoute et son dirigeant Joseph Kasavubu déporté en Belgique. En octobre, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule faisant 30 morts et des centaines de blessés. Et coup de maître, Lumumba est arrêté. Quelques jours plus tard, puis jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison. Débarrassé de Lumumba, qu'elle considérait comme le chef de la tendance radicale des indépendantistes, les autorités belges organisent des réunions avec les indépendantistes. Une table ronde qui est en fait carrée et réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise qui a lieu à Bruxelles. Ah, enfin! Débarrassés du trouble fait, indépendantiste en la personne de Lumumba, les Belges tentent de collaborer avec les représentants congolais afin de trouver des accords juteux. Mais coup de théâtre, les délégués congolais refusent unanimement de siéger sans Lumumba. Celui-ci est alors libéré en toute hâte le 26 janvier pour y participer. Alors qu'il espérait profiter des tendances contradictoires d'un ensemble hétéroclite, le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni des représentants congolais. Et à la surprise de ceux-ci, accorde immédiatement au Congo l'indépendance qui est fixée au 30 juin 1960. Une date qui bien évidemment deviendra historique pour le pays. Le 30 juin 1960, Baudouin, le roi des Belges, arrive au Congo pour participer à la cérémonie de l'indépendance. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de la cérémonie volontairement, car je prévois d'y dédier une vidéo tout entière, tellement ce fut une cérémonie qui fut, comment dire, assez rebondissante. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'alors qu'il n'était pas prévu que Lumumba prenne la parole, il se saisira du micro et il prononcera un discours virulent, dénoncer les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Il prend le contre-pied de la politique modérée de ses débuts, tel qu'on peut le découvrir dans son livre écrit en 1956, où il ne revendiquait pour le Congo qu'un seul simple statut d'autonomie. Au lieu de s'adresser au roi des Belges, présent à la cérémonie, Lumumba commence son allocution par une salutation. Aux Congolais et Congolaises et combattants de l'indépendance. Le roi Baudouin ne le digère pas, et cet affront impardonnable, il veut le faire payer à Lumumba. Mais pour l'heure, le Congo est à la fête. La victoire est transmise en direct sur les chaînes de télé et ce peu à peu dans tout le continent. Les mouvements indépendantistes l'emportent dans tous les continents africains. Ah, enfin, l'indépendance. On y est. D'ailleurs, un nouveau gouvernement a été bâti. Et le nouveau président du pays est, comme vous pouvez vous en douter, et nul autre que Joseph Kasavubu. Oui, je sais, ce n'est pas tout à fait à lui que l'on pense, mais disons qu'un accord à la belge a été trouvé entre Kasavubu et Lumumba. Je n'ai pas trouvé grand-chose à ce niveau, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'une fois les deux hommes présentés aux élections, Kasavubu voulait un État fédéral, là où Lumumba, comme toujours, voulait un Congo uni, mais au final, de nombreuses tractions vont donner lieu à un compromis entre les deux hommes, et donc Kasavubu est président, et Lumumba est son premier ministre. La dérogation belge a alors quitté le Congo, mais certains Belges sans doute tombés amoureux du pays vont choisir d'y rester, ce qui ne sera pas du tout une bonne idée parce que la situation tournera très vite au drame.
Les soldats de la force publique congolaise sont toujours dirigés par des officiers belges, ce qui va très vite les pousser à se rebeller, mais ce n'est pas tout. Les Congolais constatent que l'indépendance bénéficie surtout aux ministres et aux hommes haut placés qui bénéficient de l'argent. Et même de certains biens que les Belges ont laissés, comme des voitures ou des maisons en revanche, le peuple congolais, lui, souffre toujours. Ce cocktail explosif crée une vague de violence dans tout le pays, aussi bien en manifestation contre le nouveau gouvernement que entre civils, et pour la première fois, on voit des blancs se faire battre, emprisonner ou même violer. D'ailleurs, la plupart d'entre eux quitteront le pays pour entrer en Belgique. Et pour beaucoup, c'est la faute de Lumumba. En Belgique, on va même jusqu'à dire qu'il est communiste. Lumumba réagit et face à la colère du peuple, il choisit de placer un nouvel état-major, uniquement congolais. Mais le petit problème, les membres du gouvernement de Lumumba n'ont pour la plupart aucune expérience militaire et les regards se tournent aussitôt vers le secrétaire d'État de Lumumba et profitera de la situation pour être nommé chef d'état-major. Cet homme, vous le connaissez sans doute déjà. Son nom est Mobutu. Et tout comme Lumumba, il est intelligent et ambitieux. Mais rien ne se fait. La situation reste inchangée. Et pire, les fonctionnaires belges, souhaitant soutenir le nouvel État, veulent fuir le pays et très vite, les soldats belges sont envoyés en renfort. Et selon la Belgique, ils ne sont là uniquement que pour sauver les vies, sauf que Katanga, la région minière la plus riche du pays, les Belges désarment les troupes congolaises et rendent possible la sécession tout en neutralisant les partisans de Lumumba. L'indépendance du Katanga sera proclamée le 11 juillet 1960, à peine 2 semaines après l'indépendance du pays. Et la Belgique soutient la sécession en installant des fonctionnaires au Katanga. À ce moment même, Lumumba va rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique et fait appel à l'ONU. Mais une fois les casques bleus au Congo, ils prennent le contrôle de l'État et retirent leur soutien à Lumumba. Et si vous pensez que ça fait beaucoup, attendez la suite. Le 8 août 1960, le Kasaï déclare à son tour. Son quoi à votre avis? Bingo, son indépendance. Moins de 3 mois après l'indépendance du pays, 2 régions importantes se revendiquent déjà indépendantes. Et en plus, le secrétaire de l'ONU approuve publiquement la sécession du Katanga alors qu'ils étaient appelés pour l'arrêter. C'est clairement un film. Lumumba, quant à lui, voyage un peu partout à la recherche d'appui et va finalement en trouver. Et chez qui à votre avis? Chez l'Union soviétique. Je vous rappelle juste qu'on est en pleine guerre froide et que l'effet d'avoir l'Union soviétique en allié fait du Congo un ennemi direct des États-Unis. De plus, les Américains ne veulent pas que les Soviétiques profitent de l'instabilité du pays pour y avoir des profits personnels. Il faut aussi ajouter que certains partisans de Lumumba ne sont pas fans de l'Union soviétique et parmi son ancien secrétaire, Mobutu, qui commencera sans doute à avoir des idées assez malsaines. L'Union soviétique va offrir des avions et plusieurs autres machines à Lumumba qui tentent de récupérer le Katanga sans succès. Et début septembre, les Belges et Américains font pression sur Kasavubu afin qu'il démente Lumumba de ses fonctions de Premier ministre, ce qu'il fera le 5 septembre. Lumumba étant vulnérable, la Belgique et les États-Unis vont s'allier à Mobutu qui va arrêter Lumumba et l'assigner à résidence et le faire surveiller par son armée et les casques bleus de l'ONU, qui eux prétendent être là pour la sécurité. À ce moment, une rumeur dit que les États-Unis et la Belgique font pression pour qu'il soit éliminé, car il reste dangereux et a toujours pas mal de soutien. Mais à ce moment même, Lumumba s'évade avec ses 2 compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, et tente de repartir vers la capitale où il est toujours soutenu et compte créer un nouveau mouvement et reconquérir le Congo. Mais ils seront rattrapés par les soldats de Mobutu. Ce dernier aurait été guidé par la CIA qui leur aurait envoyé la position de Lumumba via des clichés aériens. Ils sont ensuite ramenés par avion à Léopoldville. La scène est filmée et retransmise à la TV. Ce seront les dernières images de Lumumba vivant. Il sera ramené au Katanga où il sera violemment battu, puis emprisonné. Ses partisans lèveront une armée et progresseront vers la capitale. Et maintenant, une question se pose. Soit garder Lumumba emprisonné ici au Katanga où il n'a aucun allié, soit décider de mettre une fois pour toutes fin à la vie de cet homme qui, même emprisonné, pourrait poser un grand nombre de problèmes. Le choix est très vite fait. Lumumba doit mourir.
Sachant que ses derniers moments sont comptés, il écrira à sa femme une lettre d'adieu le 14 janvier. Le 17 janvier, Lumumba, Mpolo et Okito seront conduits sous escorte militaire dans une petite maison, où ils seront ligotés, humiliés et torturés. Vers 22h40, les trois hommes seront placés face à un arbre, éclairés par les feux des camions et fusillés l'un après l'autre. Lumumba sera fusillé en dernier à 22h43, selon le journal de bord d'un des militaires présents au moment des faits. En 2000, le sociologue belge Ludo de Witt publie chez Cartala « L'assassinat de Lumumba », dans lequel il met en cause les responsables belges, précisant que ce sont des Belges qui ont dirigé toute l'opération du transfert de Lumumba au Katanga, jusqu'à sa disparition et celle de son corps. La Belgique, de même que l'ONU, n'avait pas reconnu le Katanga comme État indépendant, mais certains officiers belges étaient encore en fonction. Le lendemain, une opération est menée par des agents secrets belges pour faire disparaître dans l'acide les restes des victimes découpées auparavant en morceaux. Plusieurs des partisans de Lumumba seront exécutés dans les jours qui vont suivre, avec la participation de militaires ou mercenaires belges. Tshombe lance alors la rumeur selon laquelle Lumumba aurait été assassiné par des villageois. Mais le peuple n'est pas stupide, et ceci déclenche une insurrection parmi la population paysanne, qui prend des armes sous la direction de Pierre Moulele, ancien ministre de l'Éducation. Les paysans conquièrent près de 70% du Congo, avant d'être écrasés par l'armée de Mobutu, soutenue par la Belgique des mercenaires sud-africains et sans doute aussi les États-Unis. Le retour d'Égypte de sa femme Pauline et de ses enfants est considéré comme un événement national. Le jour de sa mort, le 17 janvier, est un jour férié au Congo-Kinshasa. C'est pour le punir de l'assassinat de Lumumba que Moïse Tshombe est détenu par l'Algérie en juin 1967. Date du détournement de son avion sur Alger par un agent moboutiste. Il meurt en juin 1969, de cause mal définie, mais officiellement un arrêt cardiaque est annoncé. À Moscou, l'université russe de l'amitié des peuples est renommée de son nom de 1961 à 1992. Et à Bruxelles, le conseil municipal de Bruxelles-Ville vote le 23 avril 2018 la création d'une place Patrice Lumumba qui est officiellement inaugurée le 30 juin, date du 58e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et la Belgique reconnaîtra une responsabilité morale dans la mort de Lumumba et présentera des excuses publiques. Alors, je prévois également une vidéo complète sur la mort de Lumumba et toutes les tentatives qui ont échoué, et vous allez voir, il y en a un paquet. Mais pour en finir rapidement avec la suite des événements, eh bien, Mobutu finira par prendre le pouvoir grâce à un coup d'état, sujet de la prochaine vidéo. Et c'est d'ailleurs lui-même qui donnera à Lumumba la statue de héros national en 1966, mais ça, c'est pour le prochain épisode. Si vous êtes encore là, sachez que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous aimez le concept de la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et si vous avez des suggestions de vidéos, des conseils ou des observations, alors n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis ciao ciao les amis.